Donc Alain Héril, vous êtes venu nous parler de sexothérapie. Une des questions qui est au centre, je pense, de cette approche-là, c'est la question du fantasme. Est-ce que déjà on pourrait avoir une définition du fantasme, en sexothérapie en tout cas? Ça s'écrit comment d'abord? Avec un F ou avec un PH? Avec un F. Avec un F. Oui. Les deux orthographes ne sont pas vraies? Mais alors, c'est-à-dire que si les deux orthographes sont vraies, mais là, ça serait rentré plus dans la dimension, je dirais presque historique de l'utilisation du mot fantasme, parce qu'avec un PH, c'est relié, si je me souviens bien, à l'étymologie allemande, qui veut dire hallucination. Et donc, et c'est un terme qui était, je dirais, introduit, sans mauvais jeu de mots, dans la sexothérapie par la psychanalyse et notamment par Freud. Alors ceci, pour revenir à la définition, parce que ça c'est très important, il faut bien faire une différence entre la rêverie sexuelle et le fantasme. Et la plupart du temps, les gens confondent les deux. C'est-à-dire que la rêverie sexuelle, c'est effectivement tous ces moments où on peut, par rapport à sa sexualité, dire je ferais bien telle chose avec telle personne, je ferais bien l'amour dans le jardin du Luxembourg. C'est possible. Ça reste possible. C'est possible et ça ne dérange pas tant que ça sa morale. Ça la questionne, ça la bouleverse un petit peu, mais ça ne la dérange pas tant que ça. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre se dire, voilà, oui, moi je m'exhiberais bien nu dans un lieu public, et à un moment donné, un fantasme qui se construirait, par exemple, avec des animaux, je ferais bien l'amour en présence de rats, de chats, de chiens, où là, ça va un petit peu plus déranger, ça bouscule un peu plus. Donc, alors, la différence entre les deux, c'est le côté dérangeant, c'est ça? C'est-à-dire que le fantasme, normalement, d'un point de vue étymologique, le fantasme, c'est quelque chose qui est issu de l'inconscient. Donc le fantasme, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas de prise. C'est comme le rêve, c'est-à-dire que ça nous arrive, et lorsque ça nous arrive, eh ben, ça nous met face à des images qu'il y a à l'intérieur de nous, qui peuvent être très déconcertantes, qui peuvent nous déranger, et qui peuvent justement déranger notre morale. Et c'est ça qui est intéressant, justement, dans le fantasme, parce que ça raconte quand même quelque chose de nous. Donc, par rapport à ça, moi, par exemple, j'ai beaucoup de mes patientes qui ont des rêves où elles sont violées, par exemple. Donc, ça ne veut pas dire qu'elles veulent être violées. Et c'est là où toute la littérature actuelle qui parle beaucoup des fantasmes fait beaucoup de dégâts, parce que bien souvent on dit « réalisez vos fantasmes, vous serez plus libérés, plus heureux et tout ça », mais en même temps, le fantasme, quand il est issu de l'inconscient, il n'est pas là pour être réalisé. Quelle est sa fonction, justement? Voilà, ben, sa fonction, c'est que ça raconte la charge de la libido, ça raconte toute la force de la libido, mais cette force-là, si on la laisse s'exprimer de façon irrésolue et sans la contenir, ben on se saute tous les uns sur les autres, et puis voilà, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de morale. La morale, quand même, nous en avons besoin. Nous en avons besoin pour vivre les uns avec les autres, parce que ça crée des règles, ça crée des lois, ça dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et ça dit surtout à quel endroit on peut faire des choses et à quel endroit on ne peut pas les faire. Donc le fantasme vient bouleverser tout ça. Et donc c'est ça, sa fonction, ça nous permet de mieux nous connaître et de mieux connaître notre part d'ombre. C'est surtout ça qui est intéressant. Donc là, le fantasme, si je comprends bien, il doit exister, il est bon qu'il existe, il est bon à la limite qu'il soit verbalisé, mais pas agi. Exactement. Il faut pas. Ou alors, on peut mettre en place des réalisations partielles du fantasme. Je vais vous donner un exemple. On peut tout à fait avoir dans son inconscient des fantasmes de dévoration, c'est-à-dire des moments où on va rêver, par exemple, qu'on fait l'amour avec qui que ce soit et qu'on dévore la personne. On peut faire ce rêve-là. Ça laisse entendre qu'on a une pulsion dévoratrice à l'intérieur de soi. Mais ça ne raconte que ça. Mais on va, et je pense que la pulsion de dévoration est présente chez tout être humain, mais on va la partialiser. Et donc, on va la vivre de manière partielle. La fellation, le cunilingus, c'est une manière de dévorer l'autre. Quand je vais dire à l'autre, tu es belle à croquer, je te mangerai bien, c'est la dévoration qui s'exprime, mais de manière acceptable et partielle. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est comment une force destructrice au départ, quand elle est contenue, va s'exprimer dans quelque chose qui est acceptable et vivable. Et on va la positiver, bien entendu. Donc, c'est pareil, quand on roule une pelle à quelqu'un, c'est comme la béquille des oiseaux, c'est une manière de dévorer l'autre aussi. Mais c'est acceptable, ça fait du bien, c'est quelque chose qui réunit les personnes plutôt que les éloigner. On sait d'où ça vient du reste, le roulage de pelle? Ah non, ça je ne sais pas. Ça doit avoir une origine. Parce il doit y avoir des échanges muqueux, des échanges liquidiens qui font il doit y avoir des phéromones qui doivent être partagés au-delà du simple contact de parfum.
mais il doit y avoir quelque chose comme ça. Je ne sais pas d'où ça vient. Je sais pas d'où ça vient. Oui, il faudra enquêter. Ce qui est très intéressant d'ailleurs dans les pratiques sexuelles, c'est de voir aussi comment les pratiques sexuelles, elles évoluent. C'est-à-dire que par exemple, je parlais de fellation et de cunnilingus, avant ça ne se faisait pas dans le couple. Avant, ça se faisait avec les prostituées. La fellation, c'était un geste qui se faisait avec les prostituées. Quand vous dites avant, c'est une époque très ancienne? Avant, c'était surtout 19e siècle. Hein. Au 19e siècle, était quand même le grand siècle de la libération. À la fois de la libération et en même temps de certaines restrictions. On a eu les deux en même temps au 19e, parce que c'est quand même la mise en place d'une morale bourgeoise assez puissante. Qui donnait accès aux excès aussi. Ça, voilà, c'est toujours pareil. Hein. C'est-à-dire qu'on a les deux polarités. Hein. C'est-à-dire que plus on ferme un endroit et plus ça s'ouvre à un autre. Et donc, par exemple, c'est intéressant de voir que des pratiques sexuelles qui aujourd'hui, pour nous, font partie de la sexualité, il y a un siècle ou un siècle et demi, étaient des pratiques sexuelles qui étaient réservées à certaines populations dans un certain cadre. Est-ce qu'il y a des évolutions récentes que vous constatez en cabinet? Ça fait 20 ans que vous pratiquez. Est-ce que, par exemple, les demandes que vous aviez il y a 20 ans sont les mêmes que celles que vous avez aujourd'hui? Alors ça a bougé sur certains terrains que je remarque, mais je ne suis pas le seul à les remarquer. D'une part, il y a de plus en plus d'hommes qui consultent en sexothérapie. Au début de ma pratique, j'avais 80% de femmes et 20% d'hommes. À l'heure actuelle, j'ai 60% de femmes et 40% d'hommes. Donc les hommes viennent plus volontiers. Simple de parler de ces sujets. Voilà, c'est plus simple. Alors c'est vrai qu'il y a eu quand même une démocratisation du discours sexuel dans le corpus social, et donc les hommes en parlent plus facilement, viennent consulter plus facilement. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose aussi qui est importante, à mon avis, c'est le fait que il y a beaucoup de personnes qui viennent par rapport à leurs symptômes. Voilà, ils viennent, j'ai un symptôme, donc je viens vous en parler, je viens chercher à le résoudre. Mais qu'au-delà du symptôme, j'ai de plus en plus de patients qui se posent des questions sur le lien que peut avoir la sexualité avec la morale, avec la philosophie, avec la spiritualité également. Et donc, où tout d'un coup, le rapport à la sexualité déborde le champ du simple symptôme. Alors ça, moi en tout cas, je trouve ça très intéressant parce qu'accompagner des patients sur ce terrain-là, c'est quelque chose qui est très, très, très actif, très exaltant d'un point de vue intellectuel. Et je m'aperçois qu'il y a ce changement-là depuis 7 à 8 ans. Et quand j'en parle avec mes confrères et mes consoeurs, ils disent la même chose que moi. Donc il y a un mouvement à ce niveau-là qui est quand même important. Ça paraît paradoxal parce qu'on a de plus en plus dans les médias un traitement fonctionnel, pour reprendre un peu ce que vous disiez tout à l'heure, avec de plus en plus de démocratisation de la pornographie, etc. Et donc vous dites qu'à l'inverse, les patients qui viennent vous voir cherchent autre chose justement. Est-ce qu'il y a un rapport pour vous entre les deux? Oui, bien sûr qu'il y a un rapport entre les deux parce que d'un côté, il y a une espèce de gang sociétal dans laquelle on nous dit comment il faut jouir et de quelle manière, et ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Et de l'autre côté, il y a l'individu, il y a le sujet en lui-même et ses interrogations sur son intimité, sur la sexualité, et où là, il va y avoir soit une fascination de tout ce qui est de l'ordre de la pornographie, mais en même temps, une même personne qui a une fascination de la pornographie peut tout à fait à un moment donné avoir envie d'aller sur un autre terrain. C'est-à-dire que nous ne sommes pas uniformes au niveau de la sexualité, comme au niveau de notre fonctionnement psychique, bien entendu. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir les mouvements. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une certaine personne, à force d'avoir visité un certain pan de la sexualité, a envie d'aller à un autre endroit. Et là, vient sur des endroits qui sont des endroits plus d'ordre philosophique. C'est pour ça qu'il y a depuis quelques années un tel engouement pour le tantra, par exemple, ou pour des pratiques sexuelles taoïstes. C'est parce que tout d'un coup, en Occident, on se dit mais sexualité, spiritualité, ça peut peut-être aller ensemble et ça peut peut-être être quelque chose d'agréable et d'intéressant à explorer. Mais justement, dans les cultures, vous parlez des cultures orientales, mais dans les cultures orientales, il y a notamment, je pense, un ouvrage qui s'appelle L'homme multi-orgasmique. Avant, c'était un acquis que c'était la femme qui pouvait jouir plusieurs fois. Et nous, on a découvert très tardivement, je parle de l'Occident, pas de Kevin et moi. Kevin était au courant depuis longtemps. Ça, tu le sais déjà depuis longtemps. Tu es hypnothérapeute, c'est normal, tu as une gestion de toi-même extraordinaire. Donc nous, simples mortels, on a découvert il n'y a pas longtemps qu'on pouvait avoir des orgasmes à répétition. Encore faut-il pratiquer cette gymnastique. Comment ça s'intègre maintenant? Est-ce que les gens, les hommes, justement, l'intègrent davantage ou pas?
Ils ont cette notion-là ou pas? Oui, oui, certains. Certains. C'est-à-dire que ça reste quand même une minorité. Il y a un côté initiatique en lien avec la sexualité. Tous les hommes ne viennent pas sur ce terrain-là. Certains y viennent. Mais je vous donne un exemple. Je travaille beaucoup avec quelqu'un qui dirige un site de vente de sextoys et que je fais intervenir dans mes formations en sexothérapie. Parce que je pense qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas ne pas parler de sextoys quand on parle de sexualité. Bien sûr, c'est une réalité. Et il y a un sextoy masculin très particulier qui s'appelle l'anéros, qui est issu du monde médical et qui donc en fait est un sextoy qui sert à masser la prostate. Un sextoy très particulier et qui ne s'utilise pas en va-et-vient, c'est-à-dire que c'est un travail où l'homme travaille en respiration et où l'objet va venir effectivement masser la prostate. Et au départ, c'était vraiment médical, c'est sorti des labos. Et ce que me disait Anne-Charlotte, donc cette personne-là, c'est que cet anéros, ce sextoy-là, il est vendu une fois qu'on a retiré les homosexuels qui peuvent acheter ce sextoy, les hétéros, il y en a très peu. Ça représente quoi? 1% de sa clientèle. Donc, mais les personnes qui vont l'acheter, ce sont ceux qui vont vers le tantra, vers le taoïsme, et qui travaillent justement sur un contrôle intérieur au niveau prostatique et le fameux point P. Ouais. Hein, qui est le $1 million point. Voilà, c'est ça. Mais qui aussi se travaille avec l'anéros, par exemple. Donc tout ça, c'est en train de bouger et en train de changer. Mais je voudrais juste rajouter une chose, c'est qu'on découvre des choses par rapport à l'homme, mais on découvre des choses aussi par rapport à la femme. C'est-à-dire que la véritable anatomie du clitoris, par exemple, ce n'est que depuis la fin des années 70, début des années 80, donc c'était Hélène O'Connell, si je me souviens bien, une Australienne, qui a commencé à pouvoir mettre ça en avant. Donc la femme aussi, on la découvre dans son anatomie intime que depuis peu de temps également. Et je pense qu'on est en train d'avancer sur ce terrain-là, aussi bien par rapport aux hommes que par rapport aux femmes, dans ce que raconte la sexualité, bien entendu. Est-ce à dire que cette forme d'onanisme, de plaisir solitaire, permettrait aussi une meilleure connaissance de l'autre? C'est-à-dire que si on se connaît mieux, si on se connaît bien, si on arrive à un meilleur contrôle de soi-même, est-ce qu'on peut être à même à donner plus de plaisir à l'autre? Ça, j'en suis intimement persuadé. C'est-à-dire que je pense que par exemple, vous parlez d'onanisme, donc ça permet aussi de dire quelques mots sur la masturbation aussi et sur son intérêt. Parce qu'on est là encore dans une culture où on admet la masturbation masculine. Maintenant, la féminine, c'est pas encore tout à fait gagné, mais on l'admet essentiellement si c'est compensatoire. Oui. C'est-à-dire un homme qui est en prison, qui n'a pas de compagne et qui se masturbe, on se dit c'est normal, le pauvre, il faut bien qu'il puisse avoir un minimum d'activité sexuelle. Mais une activité sexuelle solitaire alors qu'on a un compagnon ou une compagne, là ça commence à être un petit peu plus difficile à accepter. Moi je pense que la masturbation c'est effectivement quelque chose qui est fondamental à l'être humain parce que ça construit le narcissisme, ça permet de mieux se connaître, ça permet de mieux connaître son rapport au plaisir, son rapport au désir, son rapport à la montée orgasmique, comment on la vit, comment on la contrôle, tous ces éléments-là. Et ce qui fait que quand on est dans une meilleure connaissance de soi et qu'on a l'habitude de se donner du plaisir à soi-même, c'est d'autant plus facile d'aller vers l'autre. Et c'est d'autant plus facile d'aller vers l'autre parce qu'on se connaît et qu'on peut dire à l'autre, voilà ce qui est bon pour moi, mais que l'on sait aussi de manière indirecte ce qui est bon pour l'autre aussi. Je pars du principe simple que de toute manière, s'aimer soi-même, c'est aussi la meilleure manière de pouvoir aimer l'autre. Donc après, je ne parle pas d'égocentrisme, hein, je parle de narcissisme, ce qui n'est pas la même chose. Oui. Donc sans tomber dans une perversion, mais juste bien se connaître. Bien sûr. C'est presque aimer les autres comme toi-même. Et on commence d'abord par soi-même et après on arrive à aimer les autres. Oui, tout à fait. Et la perversion, de toute manière, la perversion n'existe que s'il y a une espèce d'obstination du même geste et du même scénario tout le temps au même endroit et de la même manière. Là, ce n'est pas de ce dont on parle. Hein, c'est-à-dire c'est de se donner la possibilité de pouvoir être dans un moment masturbatoire qui peut être extrêmement joyeux, extrêmement gai, extrêmement jouissif, mais ça n'exclut pas l'autre. Parce que de toute manière, dans la masturbation, l'autre est toujours présent, ne serait-ce que sous forme de fantasme. Donc il y a jamais de moment essentiellement solitaire. L'autre est toujours présent dans la sexualité.